Merci beaucoup, je vous remercie. Je vais mettre un chronomètre pour essayer de gérer mon temps. Je vous remercie. Je remercie le collectif des citoyens actifs du Haut-Poitou de m'avoir invitée. Je suis très heureuse, de pouvoir, échanger avec vous, sur cet ouvrage et je vais essayer de répondre à la commande en essayant d'aller plus spécifiquement. C'est un livre qui parle du service public empêché en général, mais je vais essayer d'aller plus spécifiquement sur, la question des ruralités. Alors pour vous dire un mot quand même de l'ouvrage, comme ça pour ceux qui l'ont pas lu, c'est comme si vous l'aviez un peu lu. Il s'agit d'une synthèse de travaux en sciences sociales qui porte sur le service public et qui cherche à élaborer une réflexion sur les convergences, les mécanismes transversaux dans les différents secteurs. Et je joue avec la polysémie du mot empêcher pour essayer de différencier les mécanismes de libéralisation, c'est le premier chapitre, libéralisation européenne, de marchandisation, c'est un second chapitre, et de privatisation qui lui font obstacle, le gênent, l'entravent, sont souvent confondus les uns avec les autres, alors même qu'il me semble très utile de distinguer ces 3 mécanismes, dans à la fois leur forme et dans leurs effets. Pour l'intervention de ce soir, j'ai été invitée à ressaisir ces mécanismes à l'aune des ruralités, donc je vais vous proposer une intervention en 3 temps. Je vous présenterai d'abord le cercle vicieux de la dégradation des services publics, ce qui en fait est le point d'arrivée des autres études, sera et dans ce livre, le point de départ. C'est-à-dire que je le présente dès l'introduction, alors même que les autres collègues qui travaillent sur ces questions de services publics, normalement, finissent sur ce constat-là. Ensuite, je vous expliquerai comment cela se traduit, ce cercle vicieux, dans les espaces ruraux, avec des processus tels que les bascules, les mutualisations et les dématérialisations qui constituent des pistes allant dans le sens d'une adaptation. Et enfin, je vous parlerai des effets produits et j'essaierai d'ouvrir sur les enjeux écologiques et sociaux liés à l'accès aux services publics. Je ne savais pas que vous seriez là, mais j'avais décidé de faire cette ouverture malgré tout. Et l'idée, ça va être de vous montrer comment ces enjeux peuvent être pensés en termes d'exclusion, en termes de relégation d'une part pour les usagers. Je mobiliserai un rapport du CNLE qui vient de sortir sur ces questions, mais aussi en termes d'efficacité pour les agents et je mobiliserai un exemple lié à la sociologie du travail, parce que je suis aussi sociologue du travail. Pour commencer, ce que j'aimerais vous dire, avant de vous présenter le graphique, c'est que si les Français ont le sentiment aujourd'hui d'une détérioration des services publics, c'est parce qu'une série de paliers, dont le franchissement se traduit par une dégradation de l'équilibre financier, de la qualité du service rendu, du bien-être des agents comme de la satisfaction des publics usagers, entraîne un sentiment d'inéluctabilité dans la dégradation des services publics. Chacune de ces étapes peut être identifiée, mais pourrait très bien ne pas conduire à la suivante si une volonté politique en décidait autrement. Il y a donc, et ça que j'aimerais, c'est un préalable que j'aimerais avoir avec vous, il n'y a aucune évidence à ce que ce cercle vicieux se mette en place. Néanmoins, il y a quand même une récurrence du mécanisme, une convergence des processus dans les secteurs, dans des secteurs très différents, la santé, la justice, l'hôpital, les casernes, les écoles, l'éducation, l'université. Et on peut voir finalement que cette convergence, elle mérite attention. Elle mérite d'être regardée. D'autant qu'il y a une sorte de continuité qui témoigne d'une forme de cohérence dans le gouvernement de ces services publics. Alors, je vous le présente, ce graphique. Le graphique que vous voyez, il représente le cercle vicieux en soulignant l'enchaînement des étapes du processus qui va conduire à une détérioration globale des services publics. Le point de départ, c'est le point tout en haut, c'est l'exigence de rentabilité et de réduction des coûts. Voilà, donc soit rentabilité, soit donc trouver des recettes, soit réduire les coûts que subissent ces services publics. Donc certes, on est dans un contexte de limitation de l'endettement que connaît l'État et les dépenses vont être pensées comme un coût uniquement et non plus comme des investissements ou comme un moyen d'éviter des dépenses encore plus conséquentes quand elles sont reportées à plus tard. Je ne sais pas si vous voyez, je vous donne un exemple. Dans le domaine de la santé, les traitements préventifs d'une pathologie peuvent permettre à terme de soigner la personne, ce qui est déjà bien, mais aussi économiquement, en fait, de réaliser des économies en intervenant plus tôt dans le développement de la maladie. Mais ça n'apparaît pas comme un élément de rentabilité directe. Cette étape de la rentabilité, elle donne donc à voir ce que j'appelle dans l'ouvrage le paradoxe des services publics. Le paradoxe, c'est cette question, comment maintenir des services publics structurellement déficitaires tout en leur coupant les moyens de le faire.
On parle souvent en sociologie du travail des injonctions contradictoires des agents, des travailleurs, qui sont soumis à des injonctions qui vont dans tous les sens. On va à droite et va à gauche. Ben, où je vais alors? Ben, je ne sais pas. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir déplacer ces injonctions contradictoires qui sont vécues par les individus à un niveau organisationnel. Ce sont des organisations qui ne résolvent pas ces injonctions et qui vont les répercuter sur leurs cadres, le siège, puis les cadres intermédiaires et finalement sur les agents qu'on appelle les agents de première ligne ou de dernière ligne selon les cas. L'étape suivante, ça va être celle du délaissement progressif de l'entretien des infrastructures qui va conduire plus ou moins rapidement à l'étape 3, à la dégradation des services fournis. Alors pour vous donner un exemple et vous dire ce que j'entends par là, le délaissement, ça concerne les infrastructures, le bâti, mais aussi bien les rails, les wagons de voyageurs, le patrimoine architectural. On va passer de ça c'est une photo d'un patrimoine postal classé monument historique à Paris, à ça. Donc des guichets, j'ai essayé, j'avais trouvé un hôpital où il y avait des choses toutes délabrées qui sortaient du plafond, mais j'avais pas eu le droit de faire la photo et je peux pas l'utiliser. Donc j'ai cherché sur internet des photos de délabrement que j'avais le droit d'utiliser, qui étaient libres de droit. Donc ça donne mais il y a des choses beaucoup plus impressionnantes, mais que j'ai pas pu vous passer. Mais je vous laisse imaginer, où vous avez forcément vu, en tout cas ces bâtiments qui nécessitent une réfection, mais qui n'a pas les moyens de pouvoir, la payer. Donc, qu'est-ce que ça induit cette étape? Ça induit des priorisations entre les différentes activités, entre les différents services et ça va justifier la transposition du New Public Management, ce qu'on appelle comme ça le nouveau management public, au service public ainsi que aujourd'hui, New Public Management, c'est un peu passé, c'était les années 80-90. Aujourd'hui, on est à l'étape suivante, l'étape du Lean Management. Alors, je ne sais pas si vous parlez tous anglais, mais le Lean Management, l'enjeu, c'est de retirer le superflu. Mais pour se concentrer sur l'essentiel. C'est ça le principe du lean management. Mais quand le superflu a déjà disparu, qu'est-ce qui reste à supprimer? C'est la question en fait qui peut être posée. Et la dégradation des services, elle se fait alors de différentes façons. Parfois très très nette en cas d'accident. Je pense à un accident de train, un accident ferroviaire, la catastrophe de Brétigny-sur-Orge, que je cite dans le livre, ou de façon plus progressive et profonde, avec des retards, des dysfonctionnements, parfois petits, à peine perceptibles, des attentes plus ou moins acceptables. Pensez à vos... alors à Paris, ça marche bien, je ne sais pas ici, mais aux queues dans un bureau de poste, au temps d'attente dans l'hôpital. Eh bien, les urgences de l'hôpital ou ces bureaux de poste, ça relève également de ce type de dégradation euh, qui va entraîner quoi? Ben, on continue le dispositif, eh bien, ça entraîne une moindre fréquentation. Et donc, comme ça dégrade le service et qu'on arrive à l'étape 4 de la moindre fréquentation, puisqu'il y a moins de fréquentation, moins d'usagers qui l'utilisent, ce service, eh bien, on réactive la baisse de rentabilité du service au lieu de la rétablir. Et ce motif, cette baisse de rentabilité, elle va être invoquée, c'est un motif qui va être invoqué pour passer aux étapes suivantes, la 5 et 6, l'ouverture à la concurrence, à défaut de privatiser le service ou l'entreprise. Je pense à entreprise quand je pense entreprise publique, la Poste, SNCF, etc. Il serait pourtant possible de se demander si le service public doit nécessairement être rentable, avec des préoccupations uniquement économiques et financières. Est-ce qu'on ne met pas de côté le non rentable et le non mesurable? Je pense à la présence et au maillage territorial. Je suis une spécialiste de la Poste, pour que vous ayez tous en tête, je suis spécialiste de la Poste et de la santé dans les services publics. Donc, c'est les exemples que j'utilise le plus fréquemment et que je maîtrise le mieux. Donc, ayant beaucoup travaillé sur la Poste, cette question du maillage territorial est très présente. La question de l'aménagement du territoire, la question de l'accessibilité, la question du lien social aussi, qui sont ainsi invisibilisés. On oublie que dans des communes où il y a des personnes âgées isolées, parfois le facteur est la seule personne qui va voir la personne de la journée, qui va repérer si les volets ne sont pas ouverts le matin, qui va pouvoir alerter pour pouvoir sauver quelqu'un qui aura fait un malaise chez lui et qui sera seul. Donc, ce sont aussi ces enjeux-là qui finalement ne sont pas mesurables, qui ne sont pas comptabilisés économiquement, mais qui sont mis à mal. L'ouverture à la concurrence et la privatisation, elles provoquent alors ce qu'elles entendent éviter en laissant à la charge des services publics quoi? Que ce que les concurrents ne souhaitent pas prendre en charge. Les dernières étapes du cercle vicieux consistent à détourner une partie des usagers ou à dualiser les services. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, la dualisation des services, mais il s'agit de proposer des gammes de prestations avec de l'entrée de gamme, le low cost, en allant jusqu'au haut de gamme. L'exemple type, ça serait les trains.
si, voyager avec un Inouï ou avec un Ouigo, d'avoir des classes, les troisièmes classes qui reviennent, les premières classes. On recommence à repenser les services publics en termes de classification et de segmentation finalement des usagers. Et qui dit segmentation des usagers, dit rupture d'égalité entre eux. Rupture d'égalité qui va créer une perte de sens pour les agents qui avaient choisi leur travail, au moins en partie, pour son intérêt général, pour son utilité sociale. Cette segmentation qui elle ne réduit pas, mais accroît à nouveau cette exigence de rentabilité, ce qui permet de boucler la boucle du cercle vicieux en la faisant passer. Elle l'a fait passer d'un moyen, finalement, à une fin en soi. C'est-à-dire que l'objectif de rentabilité, l'objectif d'être soutenable, vous voyez, si on parle d'un jeu de pouvoir se maintenir, qui devrait permettre ce service, eh bien, ça crée un renversement. Je le redis autrement, mais en fait, on est passé d'une mission de service public comme objectif avec un coût à assumer par la société, comme moyen de faire ce service public à, et c'est là le renversement, un coût à limiter comme objectif avec des missions de service public sur lesquelles rogner comme moyen d'y parvenir. Donc l'inversion fin-moyen s'est renversée. Ça, c'est extrêmement intéressant. Ce cercle vicieux conduit donc à opérer des changements, à mettre en place certaines dynamiques plutôt que d'autres. Et dans les zones rurales, dans certains territoires, il y a 3 processus qui me semblent extrêmement connectés à la question des territoires. Ça sera, je vais vous épargner mes 3 premiers chapitres de l'ouvrage, mais le chapitre 4 porte sur les 3 dynamiques suivantes, la mutualisation et la dématérialisation. Et je crois que ce triptyque est extrêmement intéressant et j'aimerais l'évoquer avec vous et vous le présenter. Alors, pour dire un mot de chacun. Le phénomène de bascule, il consiste en un transfert de compétences, de pouvoir, mais aussi un transfert de charge, sinon c'est pas marrant, de ces services avec des niveaux variables de prise en charge. Le phénomène de bascule, il va servir à pallier les manques et il va se constater dans différents secteurs et va prendre la forme de 3 possibilités. On va rencontrer la bascule interne, c'est-à-dire entre 2 organismes publics. Les bascules vers des acteurs de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, qui vont se rapprocher de l'entreprise sociale. Un service cesse sur un territoire, ce sont des associations qui se mettent en place. Et il y a enfin la troisième bascule, qui est celle qui s'effectue vers le secteur privé, je dirais classique, c'est-à-dire marchand et lucratif, qui vont chercher à financer des choses. Dans le premier cas de figure, l'État central se désengage par des fermetures ou des fusions de services et va faire un report sur d'autres organismes. Alors souvent, les collectivités territoriales, locales. Et ça s'effectue pour qu'une couverture minimale soit assurée à un niveau local. Et l'exemple type, c'est le RSA, anciennement le RMI, qui est assumé financièrement par les départements depuis 2004, sauf dans mon département, Seine-Saint-Denis, mais c'est une autre histoire que je pourrais vous raconter. Mais en tout cas, il y a eu vraiment, c'était un financement national qui est passé à un financement local. Pour vous donner une autre illustration, on a la délégation des agents, par exemple, ça c'est quelqu'un qui travaille là-dessus, de la MSA, de la Mutualité sociale agricole, au dispositif France Service. Ce sont des labels qui, je vais vous en reparler, mais qui lui-même sera porté par une communauté de communes. Donc là, on est dans une configuration de délégation de services publics en cascade. La MSA délègue à France Service qui délègue à la communauté de communes. Vous voyez, donc on a ces effets de bascule. Alors je le dis, je ne l'ai pas mis du tout dans le livre, mais entre nous, ah ben non, vous filmez, il ne faut peut-être pas que je le dise alors. Mais on est dans un phénomène de patate chaude et on se refile la patate chaude et c'est à qui ira la récupérer à la fin. C'est un peu de cet élément-là. Et cette bascule, eh bien, elle permet de transformer quand même l'organisation, puisque pour les agents de la MSA qui étaient spécialisés sur les agriculteurs, de moins en moins nombreux, ils se repositionnent non plus sur les agriculteurs comme cœur de spécialité, mais sur les territoires ruraux. Donc c'est une modification. En termes de sociologie du travail, ces agences sont donc pris, ce qui est une difficulté, en 2 affiliations institutionnelles. Ils appartiennent à une structure, mais sont délégués à une autre, ce qui n'est pas forcément évident, mais ça soulève d'autres questions que je ne vais pas aborder maintenant. Dans le deuxième cas de figure, la bascule vers l'ESS, vers les associations, face aux difficultés de l'État à proposer des solutions, il est possible qu'un problème public soit capté par un entrepreneur de cause associatif qui va utiliser la délégation dans ce cas de figure. L'exemple type, ça serait l'aide sociale à l'hébergement qui va entrer dans cette catégorie. On va voir aussi, je vous parlais de santé, et moi j'étudie beaucoup les centres de santé. Les centres de santé, on a tendance à penser que ce sont
libéraux, mais en fait, c'est très intéressant les centres de santé parce qu'il y a plein de statuts gestionnaires. Et le format centre de santé associatif, mutualiste, entre dans cette configuration-là. On est dans, des statuts non lucratifs qui permettent au secteur privé tourné vers une économie collective de s'impliquer dans des collectivités territoriales, mettre en place, ce que j'appelle dans un autre ouvrage, le concept de santé sociale. Et enfin, il y a le dernier cas de figure, celui de la délégation de la bascule au privé marchand et lucratif, où là, on pourrait citer l'exemple du réseau des buralistes. Les buralistes, c'est 24, plus de 24 000 points de vente dans tout le pays, avec une amplitude horaire très forte. Ils sont ouverts 13 heures par jour environ, 6 voire 7 jours sur 7. Et donc ça, c'est l'option que certains opérateurs publics ont privilégiée pour externaliser certains de leurs services. Et on voit depuis 2019, une convention avec la SNCF a rendu possible la vente de billets de train TER dans certaines régions. On a vu aussi des conventions avec la DGFiP, c'est la Direction générale des finances publiques, qui permet depuis 2021 à certains aux buralistes de pouvoir encaisser directement les impôts. Et ces types de bascules, ils ne sont pas exclusifs les uns des autres. C'est-à-dire qu'on peut voir ces trois types s'exercer de manière concomitante, c'est-à-dire en même temps. En effet, on peut voir dans le secteur de la santé à la fois l'État qui va fermer des hôpitaux locaux, les maires et les communautés de communes qui seront en responsabilité chercher à financer des maisons de santé ou des centres de santé sur le territoire, c'est très à la mode les maisons de santé, alors même que des groupes privés vont mettre en place des cliniques, lesquelles ne se positionnent que sur certaines pathologies ou actes les plus rentables. Ces reports, ils constituent le plus souvent une manière de ne pas abandonner un territoire, de maintenir un service minimum, mais pas d'optimiser ou d'augmenter la qualité du service. Il est des configurations où la bascule ne s'opère pas, d'ailleurs. C'est une quatrième solution que je n'ai pas abordée, mais parfois il y a l'abandon. Ça ferme et ça s'arrête. Parce que personne ne veut reprendre à son compte les charges structurelles afférentes au service. Et donc, on va voir que les infrastructures des services publics, qui ne permettent aucune rentabilité directe, mais sont très coûteuses, elles sont un très bon exemple de ces charges non reprises et progressivement délaissées. Alors, pour limiter ces abandons, il y a une autre façon de faire. Ce sont les mutualisations. La mutualisation du service public, elle s'opère sous forme de regroupement, d'une normalisation. Elle vise à enrayer les fermetures progressives qui interviennent sur un territoire en éloignant les services publics et en reléguant peu à peu ses habitants. Alors cette mutualisation, elle pourrait être, offensive, travailler d'une autre façon. C'est pas le cas. Aujourd'hui, en France, on est plutôt dans des mutualisations défensives, qui interviennent, pour éviter des fermetures de services publics et maintenir, limiter les sentiments d'abandon et maintenir, c'est l'espace vraiment de la dernière ligne, qui s'inscrit dans cette logique-là. Le label France Service dont je vous ai parlé tout à l'heure, on est vraiment dans cette dimension. Le label France Service, pour très rapidement vous faire un historique, il a été créé en 2019. Donc les journalistes pensent que tout démarre de 2019. Ce n'est pas le cas. Si vous lisez le livre, c'est assez socio-historique. J'essaie de vous dire que finalement, France Service, c'est une réactualisation des MSAP. Je les avais laissés, les maisons de service au public de la loi NOTE 2015. Mais en fait, les MSAP, ça ne vient pas de rien non plus. C'est une réactivation de la polyvalence administrative qui avait été essayée d'être relancée dans les années 90 à la faveur d'un rapport Delfaux qui avait tenté les choses, mais elle-même était une réactivation de la polyvalence administrative, le terme est un peu désuet, mais je l'aime beaucoup, des années 60 où c'était la même idée. Donc finalement, on réactive des solutions qui sont assez anciennes pour mettre en place ces espaces. Ce qui est intéressant dans la transformation entre les MSAP et le label France Service, c'est la normalisation. Il y a une standardisation de l'offre proposée dans ces espaces, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de résoudre ce problème d'abandon des territoires, mais ça va reposer de la même manière que pour cette polyvalence administrative qui avait échoué dans les années 60. Pour ça, c'est très intéressant de se pencher sur la socio-histoire, de réfléchir à pourquoi ça n'avait pas marché avant, parce que ça permettrait d'expliquer pourquoi peut-être ça ne marche pas aujourd'hui encore. Enfin, on pourra peut-être en reparler dans la discussion, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que euh, le problème principal du transfert des charges n'est pas résolu. C'est-à-dire que certes, vous maintenez les choses sur un territoire, mais vous ne résolvez pas votre problème. La Cour des comptes, elle relevait d'ailleurs en 2019, et je vais la citer, le risque que ces maisons deviennent, là je cite la Cour des comptes, ce n'est pas moi qui le dis, mais je trouve ça très intéressant et je suis assez d'accord avec elle, des structures de délestage de l'État
et des opérateurs, donc la Poste fait partie de ces opérateurs, par exemple, qui y verraient l'occasion de réduire leurs coûts de réseau en les transférant, au moins partiellement, aux collectivités. Alors, il s'agit de se débarrasser de la dépense ou de la camoufler en la transférant. Le service public est alors différencié en fonction de la plus ou moins grande volonté des élus et des moyens de la région, du département, des communautés de communes ou des mairies concernées. Et on va voir que les collectivités qui ont les moyens de maintenir sur leur territoire le font. Celles qui ne peuvent pas se trouvent piégées, avec certaines communes qui vont s'entendre pour faire une répartition d'une offre minimale entre elles. Toi, tu prends l'école, moi je maintiens le bureau de poste, toi tu prends, et ils s'organisent. Alors que d'autres communes, au contraire, essaient de se positionner très rapidement pour concentrer tous les services chez elles au détriment des voisins. Donc ça, on voit des logiques de concurrence se mettre en place et qui s'accroissent de plus en plus en situation de limitation des dépenses. Et finalement, elles entretiennent les inégalités entre les territoires au lieu de les réduire. Enfin, il y a un dernier processus. Une autre forme de bascule peut être évoquée, c'est celle vers le numérique. Le maintien des services, il peut passer par une offre de service public en distanciel, c'est-à-dire qu'elle va mettre au travail les usagers. C'est la mise au travail de l'usager qui va, en leur offrant un self-service, c'est vous qui remplissez vous-même, vos dossiers. Ça va dématérialiser le service public, ce qui accroît la fracture numérique pour les publics les plus vulnérables, ceux qui sont, un peu, mal à l'aise avec, l'outil informatique ou qui ont des problèmes, d'analphabétisme. Enfin, il y a plein de logiques, d'électronisme, il y a plein de dimensions comme ça qui sont, heu, compliquées. Alors, moi, on me demande souvent ce que je pense de l'informatique et si je suis pour ou contre. Alors, je dis, la technique n'est pas bonne ou mauvaise en soi, c'est ce qu'on en fait. C'est la réponse un peu normande. Mais les effets de la dématérialisation, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'on le voit bien, elles sont opposées selon que cette dématérialisation, elle va venir compléter une offre de service faite au guichet et qu'elle va maintenir et ouvre un canal supplémentaire. Vous voyez, c'est pas du tout la même logique que si elle s'y substitue en mettant l'État encore plus à distance de ses usagers et en se passant progressivement de ses agents. Donc il y a 2 dimensions. Si c'est en plus, c'est extrêmement utile et on le voit bien sur la DGFiP quand ils sont sur les impôts, ça marche bien. Sur d'autres, types, d'exemples, ça marche quand même moins bien. Et j'ai parlé à l'instant de mettre à distance les usagers en se passant progressivement des agents et j'aimerais utiliser le dernier temps qui me reste pour évoquer un peu ces 2 groupes. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir parler, plus spécifiquement des usagers et des agents et je vais essayer de relier ça aux questions écologiques, parce que je trouve que sur les territoires, c'est extrêmement intéressant. Les enjeux écologiques liés à l'accès aux services publics sur les territoires peuvent être saisis du côté des usagers comme des agents. Du côté des usagers, il est possible de faire un lien entre les lieux de vie et les enjeux climatiques en y intégrant l'aspect social. En règle générale, en moyenne, plus on est pauvre, moins on est émetteur. On ne prend pas l'avion, on ne voyage pas beaucoup. Plus on est pauvre, moins on est émetteur. Sauf que des chercheurs, et là je vais vous montrer un joli schéma, en réalité, ces données, elles sont affinables. Elles peuvent être affinées. Et on montre que un ménage pauvre vivant en réalité est en fait autant émetteur, aussi émetteur en CO2 qu'un ménage de classe moyenne vivant en zone urbaine. Ça, c'est ce que Potier et Combet ont montré. Pourquoi? Parce qu'en moyenne, on est toujours sur des moyennes, hein, donc c'est en moyenne. Un ménage urbain a une empreinte carbone de logement plus faible qu'un ménage vivant en périphérie ou en milieu rural, parce que ces modes de vie sont caractérisés par des formes de dépendance envers la voiture thermique. Or, ça veut dire quoi, cette dépendance? Ça veut dire qu'il y a 3 options en termes d'action publique. Et là, je fais appel à un rapport du CNLE qui est sorti en juin 2024. Ça veut dire quoi si on le traduit en termes d'action publique? Soit qu'il faut mettre en place une taxe carbone, mais du coup, ça a déjà été tenté, on va toucher les ménages pauvres et ruraux, ce qui va créer quoi? Les gilets jaunes. Soit vous allez mettre en place une action qui va compenser le surcoût pour eux. Donc sur certaines populations plus vulnérables, vous mettez une action, mais du coup, ce que vous gagnez d'un point de vue social, vous le reperdez d'un point de vue écologique puisque vous restez sur cette dimension. Soit, c'est la dernière, possibilité, ça serait de mettre en place une action qui va viser à satisfaire les besoins, tout en réduisant sans interdire, attention, c'est pas ce que je vous dis, sans interdire l'usage de la voiture. Alors comment on peut réussir à satisfaire les besoins en réduisant sans interdire l'usage de la voiture? 2 solutions.
soit des points de contact avec un maillage des services publics au plus près des besoins, avec des maisons France Service, comme des guichets associatifs hyper importants pour l'accès aux droits qui vont jouer un rôle de relais sur les territoires, soit c'est ce qui développe de plus en plus. Alors, pour les gens qui travaillent sur le travail social, ça n'a rien de nouveau, mais ce qu'on appelle, je ne sais pas, c'est une petite musique depuis quelques temps dans les politiques sur l'aller vers. L'aller vers, c'est la mise en place d'équipes mobiles qui vont desservir directement la population avec 3 intérêts de mettre en place de l'aller vers. L'aller vers, ça permet de faire des économies d'échelle, ça permet d'avoir une homogénéité dans les réponses sociales qui vont être apportées et surtout vous déplacez la solution vers des acteurs publics et collectifs en capacité d'investir dans des flottes de véhicules moins émettrices. Si vous n'êtes pas en mesure, vous, d'avoir une voiture électrique, mais que maintenant, avec les boîtes aux lettres jaunes qui disparaissent sur nos territoires, on les enlève, bah, il faut que vous alliez plus loin à la poste. Donc avant, ce que faisait la tournée du facteur, c'était lui qui la faisait avec une flotte non émettrice ou en tout cas plus. C'était pas à vous de payer le trajet. Et maintenant, c'est l'usager qui est mis au travail de plus en plus à la fois d'aller apporter sa lettre, de plus en plus loin. Donc, est-ce qu'il le fait? Est-ce qu'il s'en passe? Et j'ai pas parlé d'autocensure, mais on pourrait. Bref. Une petite remarque sur ce point quand même. Le rapport du CNLE, que je vous ai montré à l'instant, il montre que pour les plus pauvres, le marché des véhicules, c'est toujours celui de l'occasion. Et qu'est-ce que ça signifie? Bah, qu'il n'y a pas de voiture électrique sur ce marché-là. Donc, ils sont coincés dans un marché de l'occasion sans voiture électrique. Donc, ça, c'est une première remarque que je voulais faire. La seconde remarque, ça va être de vous dire que euh, mettre en place un aller vers ou maintenir des points de contact sur les territoires pour obtenir un maillage suffisamment dense pour que le sentiment recule est extrêmement compliqué quand les postes se réduisent, le nombre d'agents se réduit et que la précarisation transforme le travail. Donc, je voudrais terminer en allant sur ces enjeux-là de travail. Du côté des agents, moi, j'aimerais vous finir en vous montrant comment la précarisation agit sur les missions. Parce que quand on dit ça, on a l'impression que c'est juste une musique rhétorique, mais peut-être qu'avec un exemple, ça pourra vous parler. Souvent, on a associé l'idée du fonctionnaire à un privilège, à des agents qui bénéficient d'un statut, d'une sécurité d'emploi heu, qui serait associé à cette idée-là, alors même que au départ et on a oublié encore une fois, Bourdieu parlait de l'amnésie de la jeunesse, on oublie, les débuts. Les agents bénéficiaient d'une sécurité vécue comme une garantie d'indépendance. C'était un un balancier contre des conditions de travail très difficiles, souvent liées à l'exigence de continuité du service. Je parle de contraintes en termes d'horaire, en termes d'astreinte, en termes de pénibilité diverses. Mais depuis 25-30 ans, le contrat social entre l'État et ses agents s'est fragilisé, il a changé. L'État employeur, qui reconnaissait avec un statut protecteur les difficultés et contraintes inhérentes à la fonction ou à la mission assurée, n'est plus là. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, ça crée un malentendu croissant avec des agents qui se sentent de plus en plus méprisés, déconsidérés. Or, vous allez me dire, ça ne change pas le travail. Si, en fait, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Avec des conditions de travail qui se dégradent, la mise en cause du statut public, elle n'est pas sans conséquence. Et je vais essayer de vous le montrer en prenant l'exemple de l'Office national des forêts. L'ONF, il est très intéressant, l'Office national des forêts, parce que avec la loi d'accélération et de simplification de l'action publique, la loi ASAP, oui, ils ont vraiment appelé une loi ASAP, c'est très intéressant. Cette loi ASAP, elle a autorisé en 2020 le remplacement des fonctionnaires assermentés par des salariés de droit privé au sein de l'ONF. C'est intéressant comme changement parce que politiquement, aujourd'hui, on est tous d'accord, je crois, pour dire que la crise environnementale, enfin tous sauf de l'autre côté de l'Atlantique, mais la crise environnementale, elle légitime les enjeux écologiques. Il y a un consensus. Tout le monde est d'accord pour dire que l'écologie, c'est important et que la crise environnementale demande d'agir. Donc, mettre en place des missions de contrôle, de régulation de l'activité forestière, des pratiques de chasse, des décharges sauvages en forêt, c'est légitime. Mais pour autant, la constatation d'infractions pénales en matière forestière, elle est autorisée, mais elle n'est plus permise de la rechercher. Je recommence, je m'y suis mal prise. Vous pouvez, quand vous êtes un contractuel, constater des infractions pénales, mais vous ne pouvez plus les rechercher. La recherche d'infractions pénales est autorisée uniquement aux agents assermentés, donc aux fonctionnaires.
Donc elle est empêchée, je reviens sur mon jeu de mots du titre de l'ouvrage, pour les agents de droit privé. Or, je vous fais raisonner avec moi, si vous constatez, sans les rechercher, attention, c'est interdit de les rechercher, des infractions en forêt, bah, ça va avoir quoi pour conséquence? Bah, leur nombre va diminuer. Et oui, du coup, si les contractuels, ils n'ont pas le droit de rechercher les infractions, qu'il y a encore moins d'agents en capacité de les constater, mais que vous pouvez uniquement, en fait, les constater, c'est-à-dire tomber dessus par, inadvertance, vous avez beaucoup de chance, il se passe quelque chose et vous êtes là. Oh, c'est bien fait, hein. Et bien là, avec cet enchaînement d'effets, du coup, il y aura forcément moins d'infractions qui seront relevées. Et s'il y a moins d'infractions relevées, est-ce que vous allez recruter davantage ou pas? Eh bien non, comme vous allez de manière superficielle avoir votre nombre d'infractions qui va, avec cet effet de précarisation, baisser, du coup, vous n'aurez pas besoin de recruter plus d'agents parce que ça va entraîner de fait un nombre qui va être modifié. Donc cette sortie du statut de fonctionnaire, eh bien, elle détériore le service par la précarisation qui ne permet plus aux contractuels de refuser des coupes de bois non réglementaires. Est-ce qu'ils pourront, ces contractuels précaires, résister aux pressions économiques ou politiques de la même manière qu'un agent qui va être protégé par son statut? Je n'en suis pas sûre. Je vais essayer de ne pas rester trop longtemps. Donc, pour terminer et conclure, j'aimerais revenir sur l'activité des agents dans les services publics. Les bascules, mutualisation et dématérialisation, elles réduisent globalement les moyens, comme à l'ONF. Les services publics, ils font donc face à un paradoxe organisationnel qui consiste à maintenir les missions de services publics déficitaires tout en leur coupant les moyens pour le faire. C'est le paradoxe originel dont on a parlé tout à l'heure. Sur les politiques de réduction de la dépense publique, l'analyse historique, elle donne à voir que la maîtrise des coûts a toujours été présente. On a tendance à imaginer qu'avant, on faisait n'importe quoi, mais il y a toujours eu, dans les années 60, ce qu'on appelait la rationalisation, la RCB. Il y a toujours eu des éléments qui faisaient qu'on faisait attention à l'argent. Mais c'est vraiment ce renversement dans le sens de la mission, sur lequel j'ai insisté tout à l'heure, que j'aimerais terminer en disant qu'on est passé d'une mission comme objectif à une mission comme coût à limiter. Alors, où se situent aujourd'hui les territoires ruraux? Comment choisir entre déclin et adaptation? On serait plutôt dans des recompositions locales, variables, en fonction des acteurs locaux à la manœuvre, mais aussi des moyens et des volontés différentes sur les territoires. Il est ainsi possible de différencier, j'essaie de vous faire un petit tableau, différents positionnements pour les collectivités territoriales en fonction à la fois de leur capacité économique, ce que j'ai appelé les moyens de la collectivité locale, mais aussi, et c'est important parce qu'on a tendance à oublier la deuxième partie, de leur envie d'agir. J'ai appelé ça la volonté. Et on voit donc une prise en compte de 2 critères dans la manière d'appréhender soit le déclin qui va être choisi ou subi dans un cas, ou l'adaptation qui peut être active, volontariste ou plutôt passive. Pour terminer sur une proposition, je crois cependant que rien n'est encore inéluctable. Sortir de la banalisation du service public par un rapprochement avec le privé ou une définition de son périmètre uniquement en creux, c'est-à-dire que le service public ne peut être là que quand il y a défaillance du marché, par exemple, suppose un retournement idéologique qui permette d'affirmer, et je termine, la conclusion de l'ouvrage et vraiment porte sur cette notion de singularisation, de désingularisation du service public que je saisis comme une menace. La menace principale aujourd'hui de ces différents processus, ça va être de désingulariser le service public parce que ça va lui faire perdre ses spécificités sur ses objectifs, sur ses missions, sur ses moyens, sur sa place dans la société. Et je crois une relégitimation, elle passe nécessairement par une mise en œuvre, proactive et pas seulement réparatrice de la solidarité. Et dans la mesure où l'acceptabilité des prélèvements, je pense, aux impôts, le fait d'accepter de payer des impôts dépend de l'usage fait des ressources, je crois que réaffirmer l'intérêt de toutes et tous pour un service public de qualité, accessible, efficace, permettrait de retrouver une solidarité nationale aujourd'hui mise à mal. Pour les pouvoirs publics, ça signifie maintenir des périmètres d'action au service public qui leur permettent de continuer à financer des missions sociales tout en conservant les segments rentables ou lucratifs. Pensez aux concessions d'autoroutes. C'est aussi un enjeu de régulation globale de l'offre
mais aussi d'aménagement du territoire, car il ne faut pas oublier, je terminerai là-dessus, comme le dit Talleyrand, c'est une citation qui est également dans la conclusion de l'ouvrage. Vous allez voir que ceux qui le lisent, j'aime beaucoup les citations et les exergues, je mets beaucoup d'exergues dans chacun des chapitres. Ce que deviendra le monde, je n'en sais rien. Ce que je vois, c'est que rien n'est remplacé, ce qui finit, finit tout à fait. On ne voit clairement que ce qu'on a perdu. Et j'aurais envie de dire, en rajoutant un allant, quand on l'a perdu. Donc c'est peut-être, il faut réagir avant qu'il soit trop tard. Merci beaucoup.